Le 28 mars 2020, Marie disparaît sans laisser de traces. Ce qui semblait être au début une simple disparition s'avère être une affaire tragique où les apparences cachent de terribles secrets. Qui sont les responsables de ce drame? Quelles vérités ont-elles été dissimulées au fil du temps? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ce qu'il y a à dire sur cette affaire, aussi triste que mystérieuse. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire de Marie Collins, qui est une affaire qui a quand même été beaucoup médiatisée, mais que j'ai vue il y a quelques semaines de ça et que j'avais noté dans mes affaires à faire. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à me donner des idées de vidéos pour le mois de mars, le mois d'avril. Je piocherai dedans très prochainement. En ce moment, j'avoue que je suis un petit peu à court de temps et les vidéos que vous voulez qu'on traite demandent généralement plus de recherches parce que ce sont des cas qui sont vraiment très complets, très fournis. Donc ici, je vous parle de l'affaire de Marie Collins. J'espère que cette histoire sera inédite pour vous ou sinon qu'elle pourra vous apporter des informations que vous ne connaissiez pas. Avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ce qui aide grandement avec l'algorithme. Et c'est parti, installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle affaire horrifique. Au début du printemps 2020, alors que le monde entier est sur le point d'affronter des bouleversements, nous avons une jeune femme de 19 ans, Marie Collins, qui a quitté sa maison de Charlotte en Caroline du Nord pour retrouver des amis. Après cette escapade, elle n'est jamais rentrée chez elle. Les événements se sont succédés dans les heures et les jours suivants, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Vous allez voir que cette affaire, l'histoire de Marie, ne se résume pas simplement à un acte de violence. On voit aussi une vulnérabilité, à quel point sa confiance a été accordée aux mauvaises personnes. Comment est-ce que celle-ci a été piétinée? Et comment est-ce qu'elle aurait pu se protéger? Mais avant ça, évidemment, rentrons un petit peu dans les détails. Qui est Marie? D'où vient-elle? Marie Collins est née le 6 juillet 2000 en Caroline du Nord, en Amérique. Bien que sa mère, Cassie Del Peso, lui a donné naissance, c'est sa grand-mère, Mia Alderman, qui l'a élevée, lui apportant une stabilité que sa mère ne pouvait pas lui apporter à ce moment-là. Dès ses premières années de vie, Marie a été marquée par des défis particuliers, notamment à 3 ans, les médecins lui diagnostiquent un syndrome, le syndrome 22q, une anomalie génétique qui résulte de l'absence d'un fragment du chromosome 22 qui allait donc influencer chaque aspect de son existence. Ce trouble, qui n'est pas du tout anodin, a engendré des retards dans son développement. Elle a aussi eu des difficultés d'apprentissage et ça l'a forcé à avoir un suivi médical et thérapeutique constant. J'utilise le mot forcé, mais je pense qu'on pourrait aussi dire bénéficier. Comme si ces défis n'étaient pas suffisants, les médecins ont aussi découvert qu'elle souffrait à ce moment-là d'une fente palatine sous-muqueuse. Donc c'est une malformation où le palais ne se forme pas correctement. Contrairement aux fentes palatines visibles, celle de Marie était cachée sous les tissus. Et donc, ça a retardé son diagnostic et donc c'était aussi plus grave. Donc, son état a toujours été compliqué et il était suffisamment grave, notamment au niveau du palais, pour qu'elle soit hospitalisée. À l'époque, d'ailleurs, les spécialistes redoutaient qu'elle ne puisse jamais parler. Vous le voyez, on était donc sur une enfance qui est déjà beaucoup compliquée, notamment en termes de santé. Avant même de pouvoir articuler des mots, Marie, elle avait quand même appris à communiquer autrement. Elle utilisait la langue des signes, elle avait aussi des gestes précis, des cahiers dans lesquels elle écrivait pour exprimer ses pensées, et l'un des premiers signes qu'elle avait maîtrisé était le mot « ami », un terme qui, des années plus tard, prendra un sens tragique, ce qui, je trouve, incarne à la fois sa plus grande sensibilité, mais aussi sa plus grande vulnérabilité. Contre toute attente, elle a finalement commencé à parler vers l'âge de 6 ans. Toutefois, même après avoir surmonté ce défi,
La manière dont elle s'exprimait restait unique, ça reflétait son parcours exceptionnel, le parcours qu'elle avait eu dès son plus jeune âge. Ceux qui ont connu Marie durant ses jeunes années la décrivent toujours de la même façon, une âme fragile. Sa directrice d'école, notamment, se rappelle d'elle comme une petite fille qui demandait constamment des câlins dans le couloir, qui cherchait du réconfort, de la chaleur auprès des adultes bienveillants qui étaient autour d'elle. L'apprentissage a toujours été un défi pour Marie, et en raison de ses retards de développement, de sa manière de parler si particulière, elle était malheureusement devenue une cible facile pour les moqueries, l'intimidation et le harcèlement scolaire. Pourtant, malgré ces épreuves, Marie n'a jamais perdu son tempérament doux ni sa confiance envers les autres. En grandissant et en entrant au lycée, elle a tissé un lien fort avec un garçon qui s'appelle Lavi Pam. Leur amitié s'est peu à peu transformée en une sorte de relation amoureuse, mais celle-ci n'a pas duré longtemps. Marie ne semblait pas intéressée par les aspects physiques d'une relation amoureuse, ce qui a donc conduit à leur rupture. Pourtant, à première vue, cette séparation ne met pas fin à leur amitié. Ils sont restés proches, ils ont entretenu une relation qui, avec le recul, s'avère bien plus complexe que Marie n'en avait confiance à ce moment-là, et ce lien particulier allait jouer un rôle déterminant dans les événements qui vont suivre. Après avoir terminé le lycée, Marie a vu ses amis partir un à un pour l'université, empruntant des chemins que malheureusement, elle ne pourrait jamais suivre. En raison de son syndrome 22Q, ses capacités mentales s'étaient stabilisées à un niveau équivalent à celui d'une adolescente de 15 ans, ce qui limite considérablement ses perspectives d'avenir. Petit à petit, elle a constaté que ses frères, ses sœurs et ses cousins devenaient de moins en moins disponibles, absorbés par leur propre vie. C'est une évolution qui, malheureusement pour elle, l'a plongée dans une solitude grandissante, et ça l'a rendue encore plus vulnérable. Mais d'un autre côté, on peut simplement se dire que c'est la vie, les gens grandissent et partent. Dotée d'une foi sincère et presque inébranlable en la bonté des autres, Marie n'a jamais su distinguer les véritables amis de ceux qui, sous des apparences amicales, pouvaient lui vouloir du mal. Son état l'empêchait de voir des signes de manipulation, des intentions cachées de certaines personnes. Et donc, lorsqu'elle s'est retrouvée en danger, elle n'était pas en mesure de reconnaître la menace qui pesait sur elle. À travers cette présentation, je voulais vraiment que vous vous rendiez compte de qui était Marie, de pourquoi est-ce qu'on a pu s'en prendre à elle aussi facilement, entre guillemets. Je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de donner sa confiance à tout le monde, qui avait envie en fait de se sentir épaulé, de rechercher de la chaleur chez les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, c'est ce qui causera sa perte. À l'âge de 18 ans, Marie a commencé à recevoir des messages inquiétants sur Internet. C'était pas simplement des messages classiques de cyber-intimidation par des adolescents de son âge. Ces messages venaient d'une femme plus âgée, Kelly Lavery, qui avait 24 ans et qui a grandi dans une luxueuse demeure qui valait plusieurs millions de dollars en Caroline du Sud. Issue d'un milieu très privilégié, Kelly est souvent décrite comme une jeune femme capricieuse, gâtée, qui bénéficie sans limite de la fortune de son père. Pourtant, derrière cette façade de richesse et de protection, elle nourrit une obsession malsaine pour Marie. Et la raison en est simple, elle a commencé à fréquenter Lavi Pam, l'ex-petite amie de Marie, avec qui il n'y a donc rien eu. Le harcèlement exercé par Kelly suivait un schéma méthodique et manipulateur. En gros, elle commence par publier des commentaires désobligeants et humiliants sous les photos de Marie. Elle cherche à l'atteindre en fait, émotionnellement. Puis, juste après, elle revient vers elle avec des excuses excessives en faisant semblant d'être gentille en fait pour brouiller les pistes. C'est un cycle d'agression et de fausses réconciliations qui est conçu pour désorienter quelqu'un, ici Marie. Le but, c'est de la piéger dans une dynamique toxique. Dans ses messages, Kelly ne cessait de se vanter de son train de vie opulent, de ses excellentes notes, de son existence prétendument parfaite. À un moment donné, elle a même écrit qu'elle pouvait se permettre d'être méchante parce que sa richesse la protégeait de toute conséquence. Ce type de comportement n'était pas étranger. Plusieurs témoignages confirment qu'elle avait déjà harcelé d'autres jeunes femmes en ligne par le passé. Mais ce harcèlement psychologique ne s'est pas arrêté là. Kelly est allée beaucoup plus loin. Elle a usurpé l'identité de Lavi sur les réseaux sociaux. Sous ce faux profil, elle engageait des conversations affectueuses avec Marie, la poussant à s'ouvrir, à s'attacher à nouveau. Puis soudainement, elle retourne la situation contre elle, elle l'accuse d'essayer de récupérer son ex-petite amie, et plus troublant encore, Lavi lui-même avait participé à ces manipulations.
ajoutant une couche supplémentaire de cruauté à toute cette mise en scène totalement perverse. La famille de Marie était témoin de ces attaques incessantes sur Internet et ils n'ont pas cessé de mettre en garde Marie contre ces individus. À plusieurs reprises, ils lui ont rappelé que ces personnes ne lui voulaient aucunement du bien. Mais Marie, avec sa nature profondément confiante, son incapacité à détecter la manipulation, elle parvenait pas à voir le véritable jeu qui se cachait. À chaque trahison, elle accordait son pardon, persuadée que les rares gestes de gentillesse dont il faisait preuve étaient sincères. Elle croyait, envers et contre tout, qu'il y avait du bon en eux. Malheureusement, cette confiance aveugle était sur le point de lui coûter très cher. Le 28 mars 2020, Kelly et Lavi ont proposé à Marie de venir passer du temps avec eux dans leur appartement. Consciente de la relation malsaine et toxique qui unissait sa petite fille à ces individus, la grand-mère, Mia, a tenté de la dissuader. Elle l'a supplié de rester à la maison. Elle a dit « quelque chose de mal va se passer, je le peux le pressentir ». Mais Marie, en quête d'indépendance, déterminée à prouver qu'elle était capable de faire ses propres choix, a insisté. Mia était inquiète, elle a fini par céder à cause de son engagement à toujours encourager l'autonomie de Marie. Peu après, un Uber a été envoyé pour venir chercher Marie et la conduire jusqu'à l'appartement haut de gamme de Kelly et Lavi, situé à The Yard Apartments dans le quartier de North Davidson, à Charlotte. À ce moment-là, il est 14h30. C'est le moment où Marie quitte la maison. C'est la dernière fois que sa famille la verra. Ce qui s'est déroulé après son arrivée a rapidement basculé dans l'horreur. Peu de temps après qu'elle ait franchi le seuil de l'appartement, son téléphone a cessé d'émettre le moindre signal. Et ses comptes sur les réseaux sociaux sont devenus silencieux. Pour une jeune femme aussi active en ligne que Marie, ce changement soudain est quasiment inhabituel. Pendant que sa famille commence à s'inquiéter de l'absence de nouvelles, Lavi a publié une vidéo sur les réseaux. On voit Marie, en compagnie de Kelly et lui-même, en train de savourer l'un de ses plats préférés. Il riait, semblait détendu, comme si on voulait donner l'illusion d'un moment agréable entre amis. Cette mise en scène est calculée, mais elle a rassuré les proches, les poussant à croire que Marie passe un bon moment et qu'ils n'ont aucune raison d'être en alarme. En réalité, cette vidéo, c'est qu'une façade, un écran de fumée destiné à masquer l'atrocité qui allait se produire. Derrière les sourires de façade et cette apparente convivialité, un piège implacable était en train de se refermer sur Marie. Cette nuit-là, l'ambiance au sein de l'appartement change radicalement. Ce qui semble être une simple rencontre entre amis s'est transformé en un véritable piège. Lavi et Kelly ont invité James Salerno, un jeune homme de 21 ans, un proche de Lavi, dont le passé criminel remonte à 2017. Son casier judiciaire comprenait, je cite, « vol à main armée, conduite imprudente, c'est un délinquant ». James, à son tour, a convié quelqu'un d'autre, America Jill, une jeune femme de 18 ans qui vient tout juste d'être... qu'il a rencontrée sur Tinder. Dans le message qu'il a écrit pour l'inviter en décrivant la situation, il a dit qu'il y a une fille étrange dans l'appartement. Au fil des heures, le quatuor, donc Lavi, Kelly, James et America, ont commencé à consommer de grandes quantités d'alcool et de drogue. L'atmosphère est devenue de plus en plus chaotique, alimentée par les substances. Toutefois, selon les éléments de l'enquête que je vous expliquerai dans un instant, Marie n'a pas participé à ces excès. Elle est fidèle à sa nature, elle est restée en retrait. Lavi avait quand même sournoisement versé du Xanax et de la MDMA dans ses boissons, et donc elle a été droguée à son insu. Plus tard, des messages extraits de leur téléphone révèle une conversation dans laquelle Lavi indique à Kelly d'administrer à Marie une autre barre, une dose de Xanax environ 4 fois supérieure à la normale, une quantité suffisante pour causer des effets graves, voire dangereux, chez une personne non habituée à la drogue qui en plus a certaines pathologies. En combinant ce sédatif puissant avec de la MDMA, ils ont plongé Marie dans un état de profonde vulnérabilité. Elle était à la merci d'intenses vagues de désorientation, incapable de comprendre ce qui lui arrive, ni de se défendre. Alors qu'à ce moment, Marie oscille entre conscience et inconscience, le groupe lui est passé à l'action. Ils lui ont suggéré un trio, une proposition qui, selon les documents judiciaires, faisait partie de leur plan dès le départ. Je vous rappelle donc que par trio, j'entends un plan à 3. Elle qui n'était absolument pas intéressée par les contacts physiques. Comme par le passé, Marie n'avait montré aucun intérêt pour ce type de relation avec Lavi,
Aujourd'hui, peut-être qu'elle en avait envie selon eux. En plus de ça, je précise qu'elle n'éprouvait aucun désir d'être avec Kelly et son refus, malgré tous leurs efforts pour l'affaiblir et la manipuler, avait déclenché une fureur incontrôlable chez eux. Kelly était passée du rôle d'amie prétendument bienveillante à celui d'agresseuse impitoyable. Ce qui s'est produit ensuite a choqué les enquêteurs, même les plus aguerris. Suivant les instructions de Kelly, le groupe a attaché un collier pour chien autour du cou de Marie, avant de la ligoter, d'attacher ses poignets, ses chevilles avec des vêtements. Ils l'ont ensuite forcée à entrer dans la salle de bain attenante à la chambre principale, où l'horreur s'est intensifiée. Marie a subi une torture indescriptible. Ils l'ont poignardée 157 fois, de manière méthodique et sadique, dans un objectif délibéré de prolonger son supplice autant que possible. Les premières blessures ont été superficielles, soigneusement calculées pour éviter les organes vitaux et les principaux vaisseaux sanguins. Ils ne voulaient pas qu'elle meure rapidement. Chaque coup a été donné avec l'intention de maximiser la douleur, transformant ce moment en un cauchemar interminable. Marie, qui elle voulait simplement passer un moment avec ses amis, est tombée dans le piège le plus horrible qu'on peut imaginer. Le 29 mars 2020, Mia, la grand-mère, a commencé à ressentir une inquiétude. Plus de 24 heures sont écoulées sans la moindre nouvelle de Marie, ce qui est totalement inhabituel. À ce moment, elle envisage elle-même de se rendre à l'appartement de Kelly et Lavi, et comme par hasard, une vidéo est publiée sur les réseaux. Sur ces images, Marie semble profiter d'un repas à emporter en compagnie de Lavi et Kelly, toujours avec un sourire détendu. Pendant un bref instant, cette mise en scène a apaisé les craintes de Mia. Mais à mesure que les heures défilent et que Marie reste silencieuse, l'angoisse devient plus forte. Un deuxième jour s'écoule sans le moindre contact, et là elle a su que quelque chose ne va pas. Le 30 mars, avec le téléphone de Marie éteint, Mia n'avait plus la patience d'attendre. Déterminée à obtenir des réponses, elle s'est rendue directement à The Yard Apartments, là où vivaient Kelly et Lavi. Elle frappe à la porte avec insistance, mais personne ne répond. Elle refuse d'abandonner et elle continue jusqu'à ce que Kelly apparaisse enfin. D'un ton détaché, Kelly lui affirme que Marie était partie plus tôt dans la journée. Mais Mia n'y croit pas une seconde. Sentant l'ombre d'un mensonge, elle crie le nom de Marie à plusieurs reprises et elle exige de pouvoir fouiller l'appartement. Gênée par l'insistance de Mia et craignant d'attirer l'attention des voisins, Kelly la laisse entrer. Cependant, dès son entrée, Mia a remarqué que Kelly faisait tout pour lui bloquer l'accès à la chambre principale, lui affirmant que Lavi dormait. Et la tension était palpable. Malgré son instinct, lui criant que quelque chose cloche, Mia savait qu'elle ne pouvait pas forcer son passage. Impuissante mais convaincue que sa petite fille était en danger, elle est partie et avait immédiatement déposé un signalement à la police. Malheureusement, l'accueil des autorités s'est révélé frustrant et inefficace. Mia leur a expliqué que Marie était une adulte vulnérable et qu'elle risquait d'être en grave danger. Mais les officiers ont trouvé l'affaire et ont classé celle-ci comme une disparition volontaire ordinaire. Le 31 mars, un agent de police, cependant, s'est rendu à l'appartement. Il frappe à la porte et il n'a pas eu de réponse. Donc il a fait quoi? Il est parti. L'enquête a ensuite été classée en priorité basse, alors que la police avait reçu une fausse information selon laquelle Marie avait l'habitude de fuguer pendant plusieurs jours. C'est évidemment une affirmation qui est totalement erronée, mais qui a suffi à ralentir les recherches. Face à cette inertie, la famille de Marie a refusé d'attendre. Déterminés à retrouver leur fille, ils ont contacté le bureau de gestion des complexes résidentiels et ils voulaient l'accès aux images de vidéosurveillance. En parallèle, ils ont continué à mettre la pression sur la police, insistant pour qu'une véritable enquête soit menée. Finalement, sous l'insistance de la famille, donc ils ont dû forcer pour que la police fasse leur travail, eh bien, ils ont décidé d'effectuer une nouvelle visite à l'appartement, cette fois-ci en compagnie de la maman de Marie. Et lorsqu'ils sont arrivés, Lavi a fini par leur ouvrir. Mais avec un calme inquiétant, il exige un mandat avant que les forces de l'ordre puissent rentrer. Après plusieurs minutes de négociation, ils ont finalement réussi à rentrer et il n'y a que la maman de Marie qui a pu aller plus loin dans l'appartement. Ce qu'elle allait découvrir allait confirmer ses craintes. Lorsque la mère de Marie est entrée dans l'appartement,
Elle a remarqué le désordre. La pièce était en pagaille, des vêtements sont éparpillés sur le sol. Il y a une odeur qui flotte dans l'air qui est dégueu. Un malaise grandissant l'envahit pendant qu'elle est en train d'aller vers la chambre à coucher. À peine avait-elle atteint le seuil qu'elle avait vu un détail troublant. La porte de la salle de bain fermée, comme si quelque chose cherchait à être masqué à l'intérieur. Son regard s'est ensuite posé sur Kelly, allongée sur le lit, enfouie sous les draps, feignant un profond sommeil. Il était clair que ce comportement était calculé, une tentative désespérée d'empêcher quiconque d'inspecter de trop près, parce que le matelas cachait quelque chose. Sous celui-ci, il y avait le corps de sa fille, Marie. Et pourtant, malgré ces signaux d'alarme, la police n'a rien fait. Dans une décision désastreuse pour l'enquête, les agents, après un bref coup d'œil à l'appartement, ont quitté les lieux et ont effectué aucune fouille. Pire encore, lorsqu'ils ont quitté le bâtiment, ils ont déclaré au gestionnaire du complexe qu'il n'était pas nécessaire de vérifier les images de sécurité. Une négligence qui est fatale parce que quelques jours plus tard, conformément au protocole habituel, les enregistrements vidéo ont été effacés, détruisant ainsi les preuves les plus cruciales qui auraient pu accélérer cette affaire. Pendant ce temps, la famille de Marie, plongée dans l'angoisse, refusait de rester les bras croisés. Le 1er avril, 5 jours plus tard, après la disparition de Marie, ils ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont commencé à distribuer des prospectus à travers la ville et ils ont mis en place une surveillance 24/24 autour de l'appartement de Kelly et Lavie. Jour et nuit, ils observaient qui entrait, qui sortait, espérant trouver un indice. Lorsque Kelly et Lavie se sont aperçus en fait qu'ils étaient surveillés, leur réaction a été stupéfiante. Ils ont appelé le 911 et ils se sont plaints d'avoir été harcelés et en danger. Et suite à tout ça, les enquêteurs ont décidé de demander à la famille de Marie de cesser la surveillance envers ces personnes. Face à l'inaction des autorités, la famille a décidé d'aller plus loin. Ils ont embauché des chiens de recherche spécialisés, ils ont utilisé des drones, ils ont tout fait pour fouiller les bois, les terrains vagues, les alentours, des mesures dignes d'une vraie enquête policière, mais que la police elle-même ne voulait pas faire. Malheureusement, rien n'a été découvert, mais cette même nuit, une percée majeure a eu lieu. Un ami de James Salerno s'était approché de la famille, visiblement secoué. Il a révélé une information alarmante. James lui avait avoué qu'il avait assisté à la soirée où Marie avait été droguée, battue, tuée et cachée sous le matelas. C'est une révélation totalement glaçante qui allait enfin faire bouger l'enquête, mais bien trop tard. Armé de ces révélations, le détective principal est retourné à l'appartement le lendemain. Mais dans un échec d'incompréhensible, au lieu de mener une fouille, il a commis une erreur fatale. Il n'a pas examiné lui-même le matelas, il a demandé à Lavie et Kelly de le soulever pour lui. S'il avait pris quelques secondes de plus pour vérifier ce fucking matelas, il aurait peut-être remarqué le poids inhabituel du matelas, la falsification évidente des bords ou encore l'odeur suspecte. Mais au lieu de cela, il est resté plus loin, il a regardé avec un coup d'œil et il est reparti. Mais j'arrive même pas à comprendre. Le 4 avril, le même témoin clé s'est de nouveau présenté, insistant sur un détail terrifiant. La police n'avait pas manqué le corps de Marie sous le matelas. Il est à l'intérieur. Ce même jour, un autre témoin a remis aux autorités une conversation enregistrée contenant des preuves. Dans cet enregistrement, James explique que Lavie lui avait offert 4 000 $ pour se débarrasser de quelque chose dans l'appartement. Pire encore, James décrit en détail avoir vu Marie attachée pendant que Lavie et Kelly lui brisaient des bouteilles sur la tête. Face à ces éléments, un mandat de perquisition a enfin été émis une semaine plus tard. Les agents retournent à l'appartement et ils découvrent Kelly effondrée sur le sol inconsciente sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Une ambulance a été appelée, mais les enquêteurs n'étaient pas là pour elle. Leur attention s'est donc tournée vers la chambre. Ils ont rapidement repéré plusieurs éléments, des sacs en plastique, des emballages éventrés, une boîte en carton aplatie et des étiquettes d'expédition au nom de Kelly et Lavie. Ils étaient sur le point de déménager en fait. Mais c'est le lit qui a révélé l'horreur. Après avoir retiré les objets qui étaient entassés, ils ont constaté que le matelas était retourné, soigneusement scotché le long des bords avec un ruban adhésif. Le moment de vérité arrive enfin. Les agents découpent le ruban, ouvrent le matelas et découvrent une scène horrible. Le corps de Marie était là. Elle était enveloppée dans une pellicule plastique, ligotée avec du ruban adhésif, entassée dans des sacs poubelles noirs
et dans une tentative désespérée et maladivement cruelle, ces meurtriers avaient versé du gel douche et du savon sur elle pour masquer l'odeur de la mort. Mais la vérité était partout, il y avait un couteau ensanglanté sur le sol, les pièces d'identité, les cartes bancaires de Marie. Dans la salle de bain, on avait un autre couteau qui reposait dans l'évier, des traces de sang qui étaient sur le tapis de bain, sur le rideau de douche. L'ADN de Marie était absolument partout. Les preuves étaient accablantes, atroces et indéniables. Et cette fois, il n'y avait plus aucun échappatoire pour Kelly, Lavie et leurs complices. Mais moi, ce qui me rend vraiment dingue, et je suis vraiment énervé pour ça, c'est que les policiers, ils sont allés 3, 4 fois. À aucun moment, ils ont remarqué tout ça. À aucun moment, ils se sont dit, on va rentrer dans l'appartement et on va voir pourquoi. Parce que c'est le côté luxueux de l'appart qui fait qu'il se passe rien dedans. Je vous jure que ça me choque. L'enquête sur la mort de Marie a pris un tournant décisif lorsqu'elle a été mise devant le tribunal. Le 3 juin, près de 2 ans après son meurtre, Kelly a accepté un accord de plaidoyer. Elle a plaidé coupable au meurtre au 2e degré, à la dissimulation de corps et à des accusations d'enlèvement. Mais cette décision n'a pas été bien accueillie par la famille qui s'est opposée fermement à la réduction de la peine. Finalement, Kelly a été condamnée à une peine de 25 à 32 ans de prison. Un verdict qui semble bien trop clément. L'accord de plaidoyer, bien que permettant d'éviter un procès long et émotionnel, a été perçu comme une insulte, notamment par la grand-mère. La grand-mère a déclaré qu'il n'y avait tout simplement pas de mots pour décrire la douleur qu'elle ressentait à l'annonce de la peine. C'est vraiment un manque de justice en plus d'un manque d'enquête. Lors de sa comparution devant le tribunal, Kelly a fait une déclaration qui a amplifié encore davantage le sentiment de trahison. Avec une expression presque détachée, elle a dit « Je veux prier pour Marie, qu'elle soit en paix et qu'elle sache que je suis vraiment désolée pour ce qui lui est arrivé. » Encore une fois, ce schéma d'agression et de manipulation. Pour la famille de Marie, ces mots étaient vides de sens et de sincérité. C'était une tentative superficielle de se dédouaner plutôt que d'assumer. Kelly semblait minimiser l'impact de ses crimes, et cette déclaration n'a fait qu'enflammer la douleur de celles et ceux qui ont connu Marie. C'est un manque total de responsabilité. Pour la famille, le procès et la condamnation de Kelly étaient loin d'être un remède à la perte irréparable. Lavie Pam, Jess Salerno et America Diel, bien qu'ayant été accusés dans l'affaire, ont vu leur procès se dérouler de manière beaucoup plus complexe. America, pour sa part, a été accusée d'être complice et a été accusée de dissimuler le décès. Mais elle n'a pas été inculpée de manière immédiate, bien que ses actions manipulatrices et complices ont été identifiées. Le chemin a été tellement long et douloureux pour la famille de Marie. Notamment par rapport à ses procès, parce que l'attente prolongée de ceux-ci et des accusés a intensifié le fardeau psychologique. En janvier 2025, il y a 2 mois, près de 5 ans après le meurtre de Marie, les procès de Lavie, James et America n'étaient toujours pas mis. Les autorités judiciaires ont cité un important arriéré d'affaires comme explication de ces retards. Mais pour la famille de Marie, cette excuse n'est rien qu'une insulte supplémentaire. Chaque jour sans procès semble être un rappel cruel du manque de justice immédiate et de la manière dont Marie a été malmenée par les enquêteurs. Lavie Pam a été accusée de meurtre au 1er degré, d'enlèvement au 1er degré et de dissimulation ou de défaut de déclaration d'un décès. Et il attend toujours son procès, en restant en détention. Lavie en particulier représente pour la famille de Marie l'incarnation de la manipulation froide et d'une violence dissimulée. Son absence de remords, sa stratégie pour se défendre avec un plaidoyer non coupable, eh bien ça ravive la souffrance de toute la famille. James et America, ils ont plaidé non coupables et ils bénéficient d'une liberté sous caution en attendant leur procès. On a une différence de traitement qui a encore une fois provoqué un sentiment d'incompréhension. J'ai l'impression que la justice prend vraiment cette affaire comme si, je sais pas, comme si elle ne valait rien. Le retard dans les procès, l'accord de plaidoyer qui a permis à Kelly d'échapper à une peine sévère ont rendu la recherche de justice de plus en plus éprouvante. La clémence perçue dans ce cas soulève des questions sérieuses sur l'équité du système judiciaire. Regardez ce que Marie a vécu, regardez ce que Kelly a pris, regardez qu'il y en a 2 qui sont en liberté sous caution et l'autre qui attend encore son procès parce que c'est trop compliqué de le faire. Au fil du temps, la famille de Marie continue de se battre pour la vérité et refuse de se laisser submerger par le désespoir et l'indifférence. Mais cette longue attente et l'absence de clôture n'ont fait qu'accentuer la douleur et la perte. Pour eux, il ne s'agit pas simplement de voir les coupables jugés, mais c'est aussi de donner à Marie la reconnaissance qu'elle mérite, celle d'une vie précieuse et d'une victime innocente.
Après plusieurs années de lutte, la famille de Marie continue de se battre pour obtenir la justice qu'elle mérite. Bien que certains des coupables ont été arrêtés et inculpés, le chemin vers une véritable justice reste long. Cette affaire nous rappelle l'importance de ne jamais ignorer les signes de vulnérabilité et de toujours veiller à ce que la vérité émerge. Pour la famille, la quête de justice n'est pas simplement une bataille légale, mais un moyen de rendre hommage à la mémoire de Marie. Voilà tout le monde pour cette affaire, l'histoire de Marie Collins, qui est aussi triste et atroce qu'elle puisse le laisser paraître. J'espère sincèrement que cette histoire a pu vous intéresser, vous intriguer, qu'elle était inédite pour vous. J'ai énormément de peine pour la famille Collins. J'ai beaucoup de colère envers les enquêteurs qui n'avaient strictement rien à faire de cette affaire. Je me demande si c'est parce que Kelly était riche ou si c'est parce que Marie était malade. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que l'affaire a été beaucoup trop bâclée. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle affaire horrifique et Elliot mercredi et dimanche. Passez une très belle semaine. Bye guys et à bientôt.